Et je me demande si ça vaudrait pas le coup de parler d'émergence, parce que c'était un des points bien sûr, les événements. que toi tu abordais. Je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire, c'était vraiment, à mon avis, le cœur de, enfin pas le cœur, mais l'un des points d'attaque très intéressants de ton point de vue par rapport à Mangold, c'était de dire l'émergence, c'est un phénomène un terme très problématique, parce que si j'ai bien compris l'argument, c'était presque en train de nous dire que derrière l'idée d'émergence, c'est comme si finalement l'objet n'existait pas avant qu'il émergeait. C'est ça que j'ai compris, oui, que finalement tu critiquais Pickering par rapport à cette idée d'émergence. Et je voulais comprendre. Non, c'est bon. Ça pose une question effectivement qui est intéressante, c'est que la critique que je faisais, parce que lui il dit qu'au fond, l'émergence elle est liminaire. Justement, parce que comme elle est liminaire, il dit elle est à la limite des deux. Là. Il y a quelque chose là qui résiste, puis il y a moi, et donc l'émergence. Ce que je veux dire, c'est en histoire, parce qu'il parle d'événements. Okay? Puis d'ailleurs, le papier, le colloque, c'est intéressant, le colloque qu'on a eu dans Sous la France avec Andy et Harry Collins, Bia King, puis une couple d'autres, c'était sur la question justement de la contingence. Okay? Et Andy, et dans ça aussi, pour Andy, et là c'est un point de vue métaphysique, et on était plusieurs autour de la table, de dire, là, pourquoi tu nous arrives a priori, avec une métaphysique que tu imposes déjà? Au lieu de dire, on s'en fout, on verra qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui émerge jamais. Okay? Et lui, c'est tout est contingent. Donc, on montrait qu'est-ce que ça veut dire. Moi, j'ai toujours défendu, c'est ce que j'ai défendu là-bas aussi, que la meilleure définition de la contingence, c'est la définition de Cournot. C'est la rencontre de séries causales indépendantes. Ça a l'avantage de sauver les séries causales qui sont connues, parce qu'il y a de la régularité dans la société. On le voit par des courbes de consommation d'énergie qu'on peut projeter, mais qui cassent en 73, parce qu'effectivement, il y a de l'émergence du nouveau complet qui n'était pas prévu dans le modèle. Et quand le modèle est stable, il est récurrent. C'est vrai pour tout. La définition de Cournot nous permet de dire on a là du véritable nouveau au sens vraiment d'événement et donc d'émergence. C'est pas prédictible, c'est totalement contingent. Et ça sauve les deux. Fait que lui, quand il parle d'émergence, moi, j'ai rien contre l'émergence. Quand je dis dans ça émergence, je dis il y a une variable qui est, ça, j'ai été déçu, qui n'est pas répondue, puis ça me semble être, à mon avis, un point conceptuellement très important que je soulevais là, c'est l'idée d'invariance dans le temps. Quand Andy dit, puis là, on pourra prendre le texte, mais il dit au moins 50 fois, it just happened. Il doit dire ça 75 fois. OK, it just happened. Donc, c'est vraiment le ping-pong, it just happened. Jamais qu'il va nous dire, this happened because. Non. Donc, la contingence, c'est absolument. Fait que là, tu disais un peu, l'exemple que tu as pris tantôt, qui est effectivement, c'est un classique de Otto Seebohm. Otto Seebohm a dit, je vais refaire l'expérience de Joule. Il en parle, mais il affleure le problème en disant, ah oui, quand Otto refait en suivant au maximum ce que Joule a fait dans sa cabane, il essaie de voir comment il a pu arriver à ces résultats. Mais derrière ça, là on tombe dans la métaphysique, mais on n'a pas le choix parce qu'il nous y amène. Mais justement, c'est invariant. Le mot fort d'émergence, c'est il faut, du moins au sens d'événement historique, puis là, on a du vrai nouveau. Lui, il nous montre qu'on n'a pas de nouveau dans le texte de Seebohm. Seebohm reprend les affaires et, curieusement, c'est pas écrit dans le monde, ça, qu'il va retrouver les mêmes résultats. Mais le fait qu'il retrouve les mêmes résultats, c'est qu'il faut en tirer une conséquence. S'il y a une invariance temporelle, je prends toujours l'exemple simple, mais j'aime le sens commun, je me cogne la tête 5 fois sur le mur, 5 fois de suite, il n'y a pas de doute que ça reste là. Après, on peut rajouter que non, c'est le liminaire. Je pense que ça, c'est superficiel. La conclusion importante, c'est de dire qu'il y a des choses qui émergent et qui, se reproduiront plus pour des raisons totalement contingentes. Ça peut être une nova. En 1604, il y a une nova complètement contingente. Mais la nova de 1604 transforme le monde. Parce qu'après ça, le monde de Copernic s'impose et on ne comprend pas que l'univers maintenant change. C'est la première fois qu'on voit une étoile qui explose. On n'a jamais vu ça, une étoile. Il n'y a pas une autre qui a explosé à moins de 100 ou 200 ans après. Si on veut que le mot contingence ait un sens fort, il ne faut pas l'appliquer à tout. Andy voit de l'émergence partout. Moi, je dis au contraire, je vois de la stabilité partout. Otto Seebohm m'a refait l'expérience de Joule. Il a trouvé quoi? Exactement ce que Joule a trouvé. Si tu fais monter un thermomètre 8 fois, il pourrait ne pas monter. Et là, on sera dans un monde où, effectivement,
il n'y a pas de loi, au sens que tu ne peux pas savoir que demain il va encore monter. C'est pas le cas. C'est empirique, c'est pas de la métaphysique. Quand on disait plusieurs Andy, nous, on n'est pas contre ton affaire, mon petit gars, là. C'est entouré de stabilité, puis toi, tu insistes sur l'émergence. Mais est-ce que quand même le concept d'émergence, parce que moi, ce que je comprenais de la position de Pickering, c'était de dire oui, mais et d'ailleurs, je crois que c'est dans sa réponse à ta critique. Il dit oui, mais moi, je me mets dans la position d'un gars qui cherche quelque chose et qui justement n'est pas justement dans la position où bon, je me prends le mur 5 fois. Okay. Bon, c'est-à-dire, lui, il est dans l'inconnu. Et je pense qu'il le dit dans sa réponse quand même. Il dit, hein, je suis en train de chercher quelque chose. Bon, évidemment, dans le cas de Joule, on sait peut-être déjà à l'avance qu'on va trouver, mais et donc là, à ce niveau-là, quand même cette idée de syntonisation, c'est que bon, je suis en train de faire varier mon détecteur, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui émerge. Alors tu vas me dire, oui, mais cette chose, si elle émerge, c'est qu'elle est déjà là. Oui, ça c'est vrai. Mais quand même, lui, ce qui l'intéresse, c'est pour ça que c'est dans le liminaire, c'est que c'est quand même, c'est par rapport, ça émerge par rapport à qui? Ça émerge dans cette relation de l'individu avec l'objet qui l'anime et dont il veut découvrir les caractéristiques. Donc à ce niveau-là, je crois que c'est... Je ne suis pas sûr que ça soit très charitable de lui dire oui, mais alors ton concept d'émergence n'a pas de sens parce qu'en fait, cette émergence renvoie à un invariable qui existait déjà, hein, un invariant qui existait déjà et qui donc en fait n'émerge pas. Bah, il émerge pour celui, je veux dire, le gars qui découvre le quark, il y a une émergence, il y a quelque chose. Alors c'était déjà là, c'est comme la levure de Pasteur, c'est comme la bactérie, c'est comme le prion. Mais le prion. Toi, tu dis ça, je suis d'accord avec toi, mais Andy, à nulle part dans ça. Okay. Si il dit ça, la discussion est close, on est d'accord. Andy ne dit jamais ça. C'est pour ça qu'il dit que ça émerge à chaque fois. Alors là, c'est effectivement, parce que là, ça réintroduit un relativisme. C'est ça, je lui dis. Moi, ce que tu dis, moi, c'est ce que je me dis. Puis le fait que supposons que ce n'est pas invariant dans le temps, c'est pas que l'invariance dans le temps, elle est cruciale. Si c'est pas invariant, d'où mon exemple qui a l'air ridicule, mais qui fondamentalement ne l'est pas, de l'aveugle. D'aveugle, oui, ça va. L'aveugle, je suis d'accord. L'intentionnalité, si il s'est cogné, puis le lendemain, il ne se cogne plus, qu'est-ce qu'il va dire? Puis là, on tombe dans qu'est-ce qu'il va se dire? Du plan anthropologique le plus probable. Il va se dire, il y a un petit clown là, qui a déplacé les objets. Il ne croira pas que, ah non, hier, ça a émergé, là, ça n'émerge pas. Pourquoi? Parce que le temps, il n'existe pas le temps, Shandy. Il n'y a pas de temps. Le temps est crucial. Le fait qu'un coup, il se cogne l'aveugle, puis le deuxième, il ne se cogne plus, il n'y a aucun doute qui va se dire « What's happened here? » Il y a un clown là, qui me joue des jeux. Parce que le temps, et d'ailleurs, on pourra même aller plus loin, si on veut. En physique, l'invariance dans le temps est un des concepts théoriques qui nous permet de parler d'existence. Donc, l'émergence, pour moi, sauf si on dit au sens non conceptuel fort, oui, là, on est d'accord. Il n'y avait pas de quark avant qu'effectivement on construise un accélérateur. Parce que tu ne peux pas avoir des quarks. Toi, c'est plus des effets. Parce que si tu n'as pas d'accélérateur, tu oublies ça, tu as des protons, tu as des électrons, mais tu n'as pas de quarks. Ça, tu ne peux pas en avoir. C'est impossible. Ça n'existe pas. Parce que ça prend un appareil pour. C'est un effet. Il faut que tu le tapes dessus à coup de masque pour qu'il sorte. On est d'accord avec ça, mais ce que j'attaquais, c'est pas ça. Parce que ça, c'est le sens où justement commun. Donc, la stratégie, moi, c'est de déflation. C'est de dire, est-ce qu'il veut dire ça? Tant mieux. Mais c'est marrant parce que il dit pas ça. Ouais, j'ai pas lu ça. Mais bon. Donc, je n'irai pas plus loin. Mais ça bon, se peut que... fait une lecture aussi précise. Ouais. Et au contraire, j'aurais dit enfin. Puis en plus, il dit, gars, time, agency and science. Là, je dis, ben, le temps, c'est la variable cruciale. Si Seaboom ne retrouve pas les affaires, on est dans un monde, ça peut arriver que le monde change. Hein? Moi, je suis un pur, dans ce sens-là, empiriste. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit qui est stable? Et là, il y a un problème métaphysique de fondamental. C'est Andy, lui, il parle d'un postulat qui est le monde est contingent, le monde change et le monde peut être différent. Moi, Andy, je pars du contraire. Moi, ce que je vois, c'est la stabilité. Chaque fois que je vais à mon bureau, le crayon est au même endroit. Toi, quand je te vois, tu as fait pousser ta barbe un peu, mais c'est encore toi. Donc, et là, c'est là qu'on part de choses différentes, puis je me dis, OK, je sais que tu pars de là, je suis prêt à faire un chemin, mais toi, tu le fais passer, ton chemin, parce que tu nous donnes l'exemple de Seaboom, qui est le pire exemple à prendre pour ta propre affaire. Moi, je crois à l'émergence totale de nouveautés, au sens de Cournot. Rencontre de séries causales indépendantes, mais une fois qu'elle est apparue, quelle est la probabilité qu'elle disparaisse? Et ça, Andy n'en tient pas compte. Par exemple, quand il dit les courants neutres, c'est un cas technique, mais les courants neutres, on aurait pu dire qu'ils n'existent pas. La raison pour laquelle on peut dire que c'est faux, c'est qu'on peut prédire que d'autres physiciens dans d'autres labos, eux, ils se seraient, dans ce sens-là, il y a un problème ontologique inévitable. C'est-à-dire, on ne peut pas faire semblant qu'on ne rencontrera pas de l'épistémologie, on est obligé. La preuve, c'est que lui, il l'a rencontré en disant qu'il y a une résistance. Mais cette résistance-là, les courants neutres,
il y a des artefacts. À ce niveau-là, il reste peut-être prisonnier de son bouquin sur les quarks. Oui, il est pris entre deux parce qu'il veut croire à la résistance, mais il ne veut pas croire à une métaphysique justement du nous-mêmes. J'ai rien contre, mais là, on peut avoir un autre mot, mais disons du monde, puis on sait qu'on a là-dessus à dire le monde. OK? Il faut peut-être s'entendre sur des mots qui changent des disciplines. Mais ce qu'on veut dire, c'est que avant que tu sois là, il y avait quelque chose, la preuve, c'est que si tu es là, c'est parce qu'il y avait quelque chose là, tu es fait des molécules qui étaient là avant toi, puis bon, on est produit d'évolution. Fait que si on accepte ça, en théorie évolutionniste, que j'ai de la difficulté à croire qu'on ne puisse pas l'accepter, parce qu'on serait dans un problème métaphysique où je parle seul, puis je vous ai imaginé, là, on n'embarquera pas là-dedans. Et lui, mais lui, il est implicitement pris. Effectivement, D-Matrix, comme si D-Matrix, il n'y avait pas l'ordinateur. Je veux dire, et donc, D-Matrix, c'est intéressant. Et lui, il est pris dans ça. Et c'est pour ça que moi, je pense personnellement que c'est pas de la bonne sociologie, parce que son but, c'est pas non plus de construire un modèle ou une théorie générale. Moi, je suis plus du courant ça, mais je suis d'accord avec la théorie c'est ça qu'il essaie de générale. Dire, Mais bon, il y a peut-être autre chose aussi, mais ça... et ça, c'est un courant qui est assez fort en sociologie actuelle. Chez Collins, c'est pareil. Je leur dis, vous construisez des petites métaphores que vous changez à chaque exemple. C'est quoi le côté connaissance en ça? Alors que moi, je crois qu'il y a une évolution de la connaissance, du moins au plus, quand on passe de la métaphore à l'analogie, au modèle et à la théorie. Donc, ces quatre concepts-là sont nécessaires sur le plan épistémologique pour jauger la valeur non pas des exemples empiriques, parce que ça, il y en a plein, mais la valeur du modèle théorique. Et le modèle théorique, il est bien fait, il est clair. Le pire, c'est d'ailleurs, je lui reprochais ça, c'est le modèle théorique dans les quarks est beaucoup mieux, parce que c'est opportunism in context. C'est le modèle du bricolage qu'on trouve chez Lévi-Strauss. C'est dit, bon, le scientifique veut que son affaire marche, fait que si ça ne marche pas, il va prendre un papier, il va le mettre en dessous de l'appareil, il va donner un coup de pouce sur l'appareil marche, il dit, OK, ça marche. C'est comme ça que ça marche la science. Don't fix it. Oui, et donc la découverte, par exemple, de la superconductivité à haute température, c'est une révolution, parce que personne ne croit que ça existe, mais le hasard veut que le gars fait une opération, puis il voit que c'est superconducteur. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, il referait la même... Il fait chauffer. C'est du pur et à 100% bricolage. Aucune théorie n'explique la superconductivité à haute température. La différence, c'est qu'au bout de 3 mois, pas 10 ans, les autres labos, on disait, donne-moi ta recette, puis ils l'ont mis dans le four, ils ont chauffé ça à 300, ce qui est exactement le cas, ils chauffent la patente, puis c'est superconductible. Fait que depuis 30 ans, on essaie d'expliquer. Donc, l'effet brut, entre guillemets, dans ce cas-là, ça existe. La preuve, c'est qu'on n'a aucune idée, il y a plein de théoriciens qui travaillent à Sherbrooke, dans le monde, pourquoi ça marche. On ne le sait pas, donc ça donne d'ouvrage aux théoriciens qui écrivent des articles pour expliquer ça. Mais Andy, son modèle numéro 1 rentrait ça en compte beaucoup mieux que le ping-pong. Il disait, il y a un opportunisme en contexte. C'est qu'est-ce que tu vas invoquer pour faire marcher la machine. En disant ça comme ça, il y a un réalisme, entre guillemets, implicite, mais tu n'es pas obligé de le rendre explicite, c'est évident. Le gars travaille quand même, tu lui faisais une critique quand même du livre à bon escient. Il y avait eu toute une critique du bouquin. Ben oui, parce que moi, je par rapport justement, d'une certaine manière, en disant, mais les faits parlent. Hein? Mais ça, évidemment, les faits parlent. C'est pour ça qu'elle... Non, mais c'est ça, parce que c'est ça qui est intéressant quand même. Tu dis, oui, il faisait une bonne description, etc., mais quand même, et d'ailleurs tu le reconnais, tu dis, c'est un merveilleux travail sur les quarks, etc. Il y a quand même toute cette deuxième partie de la critique où là, tu... bang, quoi. Mais c'est la partie épistémologique. Tu peux dire oui, mais c'était pas important, il n'en parlait pas, c'était implicite. Bah, n'empêche, c'est là quand même que tu as fait la critique majeure en disant il y a une erreur épistémologique majeure, donc c'est quand même conséquent. Oui, parce que sur la question du appel sur le duem quine, et ça c'est important, c'est que les sociologues des sciences prennent, paradoxalement, duem quine comme un fait. Ils vont écrire une phrase. La théorie du duem quine montre que les faits ne parlent pas par eux-mêmes, et donc il faut du social, parce que si c'est pas de l'intérieur, c'est de l'extérieur. C'est une logique élémentaire, incontournable, à condition que tu puisses tirer de duem quine ce qu'il en tire. Donc la section sur duem quine, elle a un but, elle dit un peu. Ça dit, duem quine thesis does not cut much ice. Ça dit un peu, là. En épistémologie, duem quine, c'est pas, oui, duem quine. Il y a des critiques de ça, et duem quine, ça pose des problèmes. Une question fondamentale, ça pose des problèmes, ça présuppose une méthode hypothético-déductive. Le théorème de duem quine, ça tient en 2 lignes de logique élémentaire sur le tableau. Fait que lui, il prend ça comme un fait. Donc là, il y avait une stratégie de dire, oh, là, tu glisses en épistémologie, c'est pas obligé. Mais si tu le fais, maintenant, parce que moi, je pense qu'il faut séparer
sur le plan de la méthode, parce qu'on ne peut pas tout dire en même temps, il faut séparer d'un côté si on fait de la sociologie, au temps T1. Puis là, quand je fais de la sociologie, j'ai une théorie, j'ai un modèle, je décris. Ou d'histoire. Comment ça marche, ou d'histoire. Ou je fais de l'épistémologie, et là, je dis, OK, là, on va réfléchir sur nos concepts, mais lui, il fait un, il fait l'autre, mais il le fait vite. Quand je fais l'épistémologie, je dis, OK, là, on fait juste l'épistémologie, on parle de Kant, OK, pourquoi Kant pose le noumen, et pourquoi qu'il distingue du phénomène. Un coup qu'on a compris ça, après on peut dire, OK, je vais essayer de faire autre chose. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que la blague dit ici, Pickering écrit comme si Kant n'avait pas écrit la critique de la raison Oui, pure. mais on n'est pas obligé. Cette phrase-là, ça ne dit pas. Oui, mais on n'est pas obligé de prendre pour acquis Kant non plus. Non, pas... OK. Mais on est d'accord? Oui, à une condition, je dirais. C'est qu'à ce moment-là, on dit, moi, je fais une autre affaire. Mais si on dit, puis ça, je l'ai lu assez souvent, on va dire, par exemple, la distinction, c'est pas un exemple sur Kant, mais c'est analogue, la distinction contexte de découverte et contexte de justification a été explosée. Ah, je dis, ah bon? Montrez-moi où. Je veux lire le texte. Il n'y a aucun texte qui a fait ça. Si on me dit, moi, dans mon cadre conceptuel, je ne travaille pas avec cette idée de contexte de découverte, contexte de justification. Ça, c'est autre chose. Parce que dans un autre monde, mais ce que les gens écrivent, on peut trouver ça chez Galison, chez Pickering, un peu, je ne sais plus trop où, chez d'autres. La distinction contexte de découverte, contexte de justification est intenable, ça a été montré ou ça ne fonctionne pas. Bon, à chaque fois que je dis ça, je dis, mais à quel endroit? Parce que c'est complètement faux. C'est pas la même chose de dire que tu es obligé de travailler avec ça. Donc moi, je suis un peu têteux. Quand on dit, ah, ça, le noumen, phénomène, quand la tour dit ça, je dis, non, la tour dit que toi, tu veux quelque chose, tu es dans un autre monde. C'est pour ça que ton exemple de Tarde est bon. C'est pas pour rien, comme tu dis, qu'effectivement, c'est pas un hasard que Tarde ressort. Tarde, c'est l'âme de la tour pour dire, regarde, là, au lieu de... Je suis dans un autre univers. C'est correct. Je pense que c'est vrai. Puis ici, j'accepte son univers, mais là où j'en sors, c'est quand je montre que son univers mène à un mur. D'accord. Et son mur, moi, je ne l'accepte pas. Mais là, ce sera un autre débat. Ouais. Parce que là, nous allons nous arrêter. À moins que François, tu as quelques remarques. Non, mais c'était intéressant de voir qu'à la fin, jusqu'au café, on divergeait à 30%. Mais c'est dû souvent des... Ça, c'est une chose intéressante de l'autre dans l'interaction, c'est quand on met de tradition assez différente, des fois, et tu l'as bien dit tantôt en disant, j'interprétais ça que tu voulais dire que. Alors que je me disais, non, j'ai juste dit ça parce que là, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais quand on dit ça, c'est la rhétorique, ça ne veut pas dire que la rhétorique ne joue pas. Ça veut dire qu'ici, dans le contexte particulier, c'est pas des concepts qui prennent là, c'est des mots qui collent. Ils sont utiles, mais des fois, ils font, autrement dit, un concept fait du travail, un label, j'ai un texte qui s'appelle Naming Without Necessity, où je fais une analyse justement du labeling, mais du labeling qui ne sert à rien. Il y a du labeling qui sert, le concept de paradigme, c'est cool, c'est génial, parce que ça dit, OK, avec paradigme, bon, il y a plus de 4-5 définitions, laissons faire le détail. Clouc, on a fait de quoi de science normale, on a 3 concepts parfaitement clairs, peut-être pas, ça ne s'applique pas vraiment au cas historique, c'est une question distincte, mais dans d'autres cas, je pense qu'on peut montrer par une analyse serrée qu'il fait juste nommer. Fait que là, si c'est utile parfois, c'est peut-être une première étape, mais souvent, je lis assez de textes pour voir que on prend le mot et on dit, ah, ça explique. Je dis, non, ça nomme. Tu peux dire, je ne vais pas expliquer. Bon, OK. Mais si tu veux expliquer, dis-moi pas que tu l'as nommé. Fait que là, à chaque fois qu'il dit, it's mangled, hein, j'ai fait une blague lors du colloque, j'ai expliqué un phénomène précis, la découverte de la diffraction des électrons. Puis là, j'expliquais les 3 théories, parce que je disais, il n'y en a pas 40 000. Elle dit, même s'il y a du mouvement, il y a 3 théories. On peut en imaginer 3. Il n'y a pas 46. Donc là, les physiciens vont avoir le choix entre les 3. Je dis, c'est quoi l'explication? Il y en a une 4e, c'est des mangled it. Il dit, oui, mais ça, c'est nommer notre ignorance. Je montrais par la phrase que si je dis, it's a mangle of the electron with the crystal, j'ai nommé mon ignorance. Parce que tout le problème, c'est de dire, c'est quoi l'interaction entre l'électron, puis c'est quoi le... Lui dit, it's mangled. On est d'accord. C'est it's mangled. C'est comme il a un autre mantra dans le bouquin sur la cybernétique qui est assez... Ça revenait un petit peu à cette idéologie. Cette idée, c'est par exemple son mantra maintenant, son motto, c'est Ontology makes a difference. Ah oui. Donc ça, il le dit tout le temps dans son bouquin sur la cybernétique. Je trouvais que c'était marrant parce qu'on dirait que c'est quelqu'un, je ne sais pas si c'est volontaire, hein, mais on a l'impression. Je pense que d'ailleurs il y a quand même une stratégie, à mon avis, de citationnalité peut-être, dans le sens que c'est vrai que si tu trouves comme ça un terme qui sonne bien, Ontology makes a difference. Et après je regardais dans son chapitre, je disais mais qu'est-ce qu'il veut dire par Ontology makes a difference? Parce que
Ça veut, c'est quand même, et il le répète, il le répète, il le répète. Et je trouve C'est ça. comme le mot mango, j'ai l'impression que, dans le fond, il l'a quand même inventé, et puis, dans le fond, c'est ses ventes, en fait. C'est ça, c'est copyright Pickering, Mango, voilà. Et Bien, sur alors, ça, tais-toi. Non, c'est pour non, mais je termine là-dessus parce que ça, c'est pour faire lire. Ça, cet exemple-là me rappelle que le livre que je trouve que les étudiants doivent lire quand ils écrivent leur thèse de deuxième et troisième cycle de littérature française, c'est Writing for Social Scientists de Becker. Parce que Becker, c'est un bel exemple qui va dire, tu as vu un mot là, c'est correct pour la first draft, mais tu comprends que tu veux dire de quoi. Lui, s'il avait lu la thèse, il aurait dit, OK, in your first draft, you see Mangle, that's OK, but second draft, open this thing and say what you have to say. Hein? Il dit donc, c'est des mots drapeaux, mais qui ne sont pas des concepts, qui sont des mots drapeaux qui peuvent cacher une bonne intuition. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas en répétant. C'est pour ça que je dis toujours c'est un mantra ou c'est une manie de dire, par exemple, il faut être symétrique. Je dis, arrêtez de le dire, puis dites-moi pourquoi. Et surtout qu'est-ce que vous entendez par symétrique. Et qu'est-ce qui est entendu? Parce que, comme tu dis, on peut entendre une donc, c'est Becker. Et c'est Howard Becker. Howard Becker. Et c'est les ficelles du métier. Non, c'est un autre. je pensais que c'est lui. Non, mais il y en a un qui c'est écrire les sciences sociales. Donc, c'est la traduction de Writing for Social Scientists. C'est écrire les sciences sociales. Les ficelles du métier, c'est un autre. C'est très bon aussi. Bon, alors écoutez, je remercie infiniment nos deux. Oui.